Nous sommes très heureux, les 5 structures qui faisons de la formation sur l'Europe en Pays de la Loire, c'est-à-dire la Maison de l'Europe à Nantes, la Maison de l'Europe à Angers et en Maine-et-Loire, la Maison de l'Europe en Sarthe, au Mans, et la Maison de l'Europe en Mayenne depuis Laval et Europe Direct Vendée depuis la mairie de La Roche-sur-Yon, de vous accueillir ce soir pour cet échange où justement nous allons pouvoir dialoguer avec une parole vraiment libre, où vous allez pouvoir échanger vos points de vue et pouvoir rebondir aussi sur les témoignages de nos 4 témoins de ce soir que l'on a invités et qui ont répondu très sympathiquement à notre invitation pour justement peut-être apporter un point de vue qui vous permettra de rebondir après sur les 4 thématiques que nous avons retenues pour ce soir. Alors, on est tous conscients que ces 4 sujets nécessiteraient une conférence à part entière pour chacun d'entre eux. Mais voilà, c'est un premier exercice que l'on fait et qui pourra nous permettre éventuellement de refaire un zoom spécifique sur chacune des 4 thématiques par la suite. Voilà. Donc, je co-animerai ce soir l'échange avec Louisa, qui est avec nous Bonjour. aussi. Bonjour, voilà, bienvenue. Alors, nous ne sommes pas toutes seules ici, Hélène et moi. Nous avons aussi vous, les participants, et c'est justement ça aussi. C'est un dialogue ce soir. Donc, ce n'est pas un webinaire classique. Il n'y a pas seulement des experts et vous, le public. Ça doit être vraiment un peu plus interactif. Et ça veut dire aussi qu'on n'aura peut-être pas aujourd'hui toutes les questions à nos réponses. C'est l'inverse, toutes Inverse. les réponses à nos questions. Inverse. toutes les réponses à nos questions, parce qu'il y a beaucoup de questions quand même. Et tout ça se passe dans un cadre un peu spécial. C'est le cadre de la conférence sur l'avenir de l'Europe que la Commission européenne a mise en place. Et je ne vais pas vous ennuyer de présenter tout ça. Il y a une vidéo qui peut montrer ça beaucoup mieux que moi. Normalement, ça ne devrait pas tarder. Voilà, on a fait l'essai juste avant que vous arriviez, ça marchait, donc normalement, ça devrait marcher. L'idée est que notre collègue à Nantes va partager son écran et comme ça, on va tous pouvoir regarder la vidéo qui explique la conférence. Facciamo insieme un'Europa più forte, più resistente, più democratica, più unita. L'Europe n'a pas d'avenir si nos jeunes générations n'ont pas d'avenir en Europe. The conference is for all Europeans to debate a shared vision of what we want of our union. Donc, la vidéo explique un peu mieux qu'est-ce que c'est la conférence sur l'avenir de l'Europe. Et donc, ce soir, notre événement, vous faites partie, vous avez la parole. Et l'idée est aussi qu'il y a une plateforme sur un site web où on peut même organiser, vous-même, vous pouvez organiser un événement chez vous pour débattre avec d'autres citoyens européens. Et cette plateforme, nous avons le lien aussi dans le chat. Donc, si vous voulez plus d'infos sur la conférence.
Mais donc, on va démarrer tout de suite. Alors, la conférence sur l'avenir est très large. Il y a plein de champs différents qu'on pourrait regarder un peu plus près. Nous, on a opté pour 4 sujets différents ce soir. C'est l'agriculture, le social, la jeunesse et la culture. Bien sûr, il y a aussi la santé, l'économie et tout ça. On ne va pas oublier, mais bien évidemment, ça ne rentre pas tout dans une soirée. Donc, on est déjà un peu limité. Et pour ces 4 sujets, nous avons invité et ils ont accepté, donc merci pour ça, 4 intervenants de la société civile, des personnes comme vous qui s'engagent et qui sont là ce soir. Donc, peut-être on peut faire un petit tour de table. On a pour l'agriculture Michael Lepage. Michael, vous pouvez peut-être dire une phrase pour vous présenter. Comme ça, on vous voit aussi. Alors, Michael Lepage, je suis paysan bio auprès de Laval en Mayenne depuis une vingtaine d'années. Voilà, sur une ferme familiale qui se transmet de génération en génération depuis à peu près 200 ans. 200 ans, c'est très long. Après, on a le social avec Alain Poujade. Oui, bonsoir à toutes et à tous. Je suis Alain Poujade, donc mon métier c'est reporter conférencier. Et depuis un fameux 16 mars 2020, un peu plus investi encore dans le côté associatif de la ville de La Roche-sur-Yon. Je suis président d'une maison de quartier, un centre socioculturel et accessoirement vice-président des 9 maisons de quartier de La Roche-sur-Yon. Voilà, où dans chacune d'entre elles, il y a du social, dont je parlerai un petit peu. Merci beaucoup. Et nous avons aussi le sujet de la jeunesse qui est présenté ce soir par Lucie David. Bonjour, je m'appelle Lucie, je suis étudiante. Il y a 2 ans, j'ai participé à un programme jeunesse de l'Union européenne qui s'appelle le Corps européen de solidarité. Et depuis, je suis devenue ambassadrice française des programmes de mobilité européens grâce au réseau Europeers France sous l'égide de Erasmus+. On aura l'occasion d'y revenir. Merci. Et actuellement, tu es en… Actuellement, je suis en Allemagne. Voilà. En Erasmus d'ailleurs, en programme européen. C'est un très bon choix. Hein. Comme vous entendez, moi aussi, j'ai un petit lien avec l'Allemagne en tant qu'Allemande en France. Donc, on fait un peu inverse. Et là, on a last but not least, la culture avec Pilar Martinez-Wasser. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Donc, merci de m'avoir invité. Donc, je présente rapidement quelles sont mes différentes approches par rapport à l'Europe. Tout d'abord, ma double identité franco-espagnole. Déjà, c'est, je crois, une entrée importante parce que être binational, ça veut dire être plus qu'une seule identité. Donc, troisième identité, bien sûr, européenne. J'ai 2 casquettes professionnelles qui se sont très bien, comment dire, mélangées l'une à l'autre. Je suis professeur d'histoire à l'université de Nantes. J'ai créé des programmes Erasmus avec l'Espagne, avec 4 universités, et je co-dirige le Festival du cinéma espagnol de Nantes qui vient d'avoir cette année 30 ans, que nous avons fêté dimanche dernier à la Cité des Congrès en présence du ministre de la Culture espagnol qui a soutenu cette manifestation. Donc voilà tout en quelques phrases. Merci beaucoup. Et pour interagir avec vous aussi, nous avons mis en place un outil qui va nous aider de cibler un peu la conversation avec vous, le public. Et notre collègue Julie va vous présenter très rapidement parce que ce n'est pas du tout compliqué. Oui, alors on vous propose de faire une séance d'atelier post-it virtuel, on va dire, sur le Jamboard. Donc, je viens de partager le lien dans le chat. Alors, je vous invite à cliquer dessus avant que je partage mon écran. Et puis, si je partage mon écran et que ça se met en plein écran, vous pouvez le réduire si vous voulez jongler sur les deux. Alors, je vais partager mon écran si ça marche.
Alors, je vois pas mal de gens connectés, des citrouilles, des chauves-souris, des alligators, donc c'est rassurant. Donc, vous êtes anonyme hein, sur le Jamboard, vous êtes des animaux ou des fruits ou des légumes, donc c'est parfait. Alors, le principe, là, je vous ai déjà préparé donc quelques post-it que je peux bouger et que chacun peut bouger de son côté. Alors, il faut bien que vous soyez sur votre page web. Sur mon partage d'écran, vous n'aurez pas la main, bien sûr. Donc, pour créer un post-it, parce que là, on va partir sur le principe du post-it, on clique sur pense bête, donc hop, je m'en vais, je vous remontre, donc là, vous voyez, il y a plusieurs outils, mais on va partir que sur le pense bête, ça sera plus simple. Et donc là, vous choisissez la couleur qui vous intéresse, il n'y a pas de code couleur. Hein. Et puis, bon, bah là, l'objectif, c'est de répondre à la question, on va dire, globale de la conférence sur l'avenir de l'Europe. Pour vous, ça sera l'avenir de l'Europe, pour moi, c'est... Donc, bon, moi, je mets 3 petits points pour ne pas vous influencer. Toc, on enregistre et il se met tout de suite. Alors, on peut en mettre plein. Le plus pratique, ça serait que vous en mettiez qu'un seul. Et en fonction de ce que vous mettez, voilà, vous pouvez le mettre en plus grand si vous voulez prendre beaucoup de place ou en tout petit si vous ne voulez pas faire trop de bruit. Et donc, ensuite, vous pouvez le placer comme vous voulez. Après... testez-le de votre côté. Si ça ne fonctionne pas, il ne faut pas hésiter à me le dire. Hein. Donc, vous allez tout à gauche, pense bête. L'avenir de l'Europe, pour moi, c'est 3 petits points. Bon, bien sûr, vous répondez correctement. Toc, je mets en bleu, je ne sais pas pourquoi. Et là, ça s'affiche. Toc. Ensuite, vous le mettez voilà, dans un coin pour pas que ça prenne trop de place. Vous pouvez le supprimer ou vous pouvez le remodifier. Alors, si possible, modifiez votre propre pense-bête, pas celui de quelqu'un d'autre. Et puis moi, je les classerai un petit peu par thématique. Merci. Clair pour tout le monde, j'arrête mon partage d'écran et puis je vous laisse quelques minutes, 5 minutes pour voilà, contribuer à ce Jamboard. Parce que justement, l'idée est que nous n'allons pas parler dans le vide. Nous aimerions récolter vraiment vos avis et vos opinions sur une trace écrite plus tard qui va être partagée aussi avec la Commission européenne plus tard par un report qu'on va faire, nous, les Europes Direct. Donc, allez-y, let's go, cliquez sur le Jamboard et tout le monde est invité d'écrire mon Europe à moi pour l'avenir. Et vous pouvez répondre à cette question ou alors finir, compléter la phrase. Donc, on vous laisse tranquillement interagir avec cet outil. Et donc, on vous rappelle que tout ce que vous voudrez faire remonter à la Commission européenne, puisqu'on vous rappelle donc, pour ceux qui nous auraient rejoints en cours de route, que la conférence sur l'avenir de l'Union européenne, c'est une action qui a été mise en place et par le Parlement européen, et par la Commission européenne et par le Conseil de l'Union européenne, c'est-à-dire toutes les 3 principales entités qui façonnent un petit peu notre Union européenne, ses politiques, ses fonctionnements, ses budgets aussi. Donc, en fin de compte, ils ont souhaité vraiment pouvoir collecter vos impressions. C'est-à-dire faire en sorte que chaque citoyen européen dans les 27 États membres puisse apporter son point de vue et aussi son regard sur ce qui marche, ce qui ne marche pas, ce que vous pensez qui devrait exister, qui existe peut-être déjà. Mais c'est une façon justement de vraiment être en prise directe avec l'ensemble des citoyens qui sont sur l'ensemble des pays membres de l'Union européenne. Et normalement, ce n'est pas quelque chose qui va être mis dans un ordinateur et stocké. Le lien qu'on vous a mis aussi, alors peut-être Anissa, on pourra remettre le lien de la plateforme qui s'appelle futureu.europa.eu, vous permettra de retrouver justement toutes ces propositions, réflexions, idées que chacun des citoyens européens est en train de faire en temps réel un petit peu partout. Et ne vous inquiétez pas par rapport à la langue parce qu'ils ont imaginé un outil super puissant qui permet de traduire pour que vous puissiez lire toutes les interventions de chacun des membres dans leur propre langue nationale qui sera traduite dans la langue que vous aurez choisie, qui sera, je suppose, le français. Donc, vous pourrez aller aussi nourrir les réflexions d'autres personnes qui auraient participé à cet exercice qui va durer plusieurs mois.
et dont les conclusions sont prévues plus tard. Oui. Excusez-moi, j'ai pas compris la manip pour interagir là. Alors, vous pouvez, est-ce que vous accédez, est-ce que vous voyez dans le chat le lien pour le Jamboard? Je vais vous le renvoyer. Moi, je ne sais pas ce que c'est qu'un chat. Alors, c'est l'outil Converser, normalement. C'est discussion, c'est ça? Oui, c'est ça. D'accord, oui. Et donc là, vous voyez, normalement, le dernier lien, c'est le Jamboard. Vous voyez https://Jamboard. J'ai cliqué dans discussion. D'accord. Voilà. Jamboard en bas, oui, effectivement. Je clique là-dessus, c'est ça? Ouais. Et normalement, il y a une page qui va s'ouvrir et là, on voit déjà un peu les résultats. Ah, ok, d'accord. Je propose que Julie nous fait déjà un petit résumé ce qui a été dit sur les résultats parce qu'on a effectivement récolté quelques avis. C'est ça. Donc là, on voit voilà, une Europe plus solidaire, plus sociale, aussi plus d'engagement en faveur des droits humains. Il y a aussi les jeunes et l'éducation, et puis l'engagement des jeunes pour les élections. Et puis le volet agriculture et environnement qui ressort. Il y a aussi de l'espagnol. Donc j'imagine que ça veut dire diversité linguistique et diversité de culture. Alors, en plus, c'est en espagnol et en anglais, donc c'est bien, ça nous fait retravailler un petit peu nos langues. Et puis voilà, aussi une crainte par rapport au populisme, au nationalisme. Et alors oui, aussi la tolérance par rapport, enfin l'inclusivité, on va dire la tolérance par rapport aux différences. Donc assez variées. Alors la fin de l'unanimité aussi, il y a des choses assez concrètes. Donc voilà un petit peu ce qui ressort. Et puis, est-ce que je l'ai dit peut-être aussi? Ah oui, l'éducation, donc, qui parlerait un petit peu plus d'Europe, sans se concentrer juste sur les élections, enfin, juste au moment des élections. D'accord. Environnement, solidarité, économie circulaire également. Unanimité qui ressort à nouveau, donc c'est quand même une vraie préoccupation. Et puis, moins de technocratie, une Europe plus proche du citoyen. En effet, c'est aussi l'objectif de cette conférence sur l'avenir de l'Europe, de rapprocher le citoyen du processus de fonctionnement de l'Union européenne. Démocratie directe également. Et puis, l'Europe, c'est gagnant si on parvient à concerner les citoyens. Donc, alors, cet outil va rester ouvert, donc si vous voulez continuer à mettre des choses, n'hésitez pas. Et on va tout de suite commencer, si vous le voulez bien, avec la première thématique. Donc, je laisse la parole à Louisa pour introduire notre première thématique. Voilà, alors, et moi, je passe tout de suite la parole à Monsieur Lepage, Michael. Alors, c'est quoi l'Europe à vous, en tant qu'agriculteur? Alors, vous m'entendez bien? Tout à fait. Parfaitement. Bon, bien, bonsoir à toutes et à tous. Alors évidemment, avant d'introduire mon petit mot, je n'ai pas la prétention de dire que ce que je vais avancer, c'est ce qu'il faudrait appliquer, on va dire, de la Bretagne jusqu'à l'Est de l'Europe. Mais c'est vraiment une expérience personnelle de plusieurs années, à la fois dans mon milieu professionnel et puis dans le monde associatif autour de l'agriculture biologique sur lequel j'agis. Et pour moi, une agriculture, l'Europe, pour moi, une Europe d'avenir, en tant que paysan, ce serait vraiment une communauté d'hommes et de femmes qui sont en lien avec le vivant, le monde vivant, et pas que l'humain. C'est-à-dire que si nous sommes là ce soir, c'est bien parce que nous avons bénéficié on va dire, de flux physiques, d'atmosphère, une somme d'éléments organiques qui fait qu'on puisse aujourd'hui être là ce soir, de parler, de pouvoir se mouvoir, de s'habiller, etc. Et donc, il ne faut pas oublier que nous ne sommes pas en haut d'une chaîne, mais nous faisons partie, nous sommes un élément de cette chaîne. Donc voilà, j'aimerais que chaque Européen ait conscience de son humilité, de sa petite place qu'il a. Et que voilà, déjà, ce serait un grand pas. On fait partie d'un monde réel qui est vraiment très fragile. On n'arrête pas tous les jours de vouloir d'avoir des bonnes intentions, mais
mais d'avoir des actions qui ne sont pas forcément à hauteur de nos intentions. Donc, je dirais que voilà, de ce que moi je peux agir et subir depuis une vingtaine d'années, je vois bien que le climat change, bouleverse mon activité, bouleverse la vie des animaux que je protège, bouleverse le végétal. Et donc, à échelle 20 ans, 30 ans, 50 ans, enfin ceux qui me remplaceront, évidemment que l'agriculture ne sera plus la même. Elle n'est déjà plus la même aujourd'hui qu'il y a 20 ans. Moi, ça fait 3 années que je subis des sécheresses prononcées avec des températures extérieures à plus de 50 degrés. Et évidemment, pour nourrir les citoyens, même en bio, hein, eh bien, on doit appliquer et s'adapter à des conditions qui sont vraiment particulières. Et donc, il faut vraiment prendre en compte que ce vivant-là, c'est tout de suite et maintenant qu'il faut agir. Donc voilà, ce sera un petit peu mon avenir à moi, c'est une connexion un peu du monde vivant avec la réalité, vraiment concrète, c'est-à-dire de l'humus, du végétal, de l'animal, de l'atmosphère qui nous environne, et peut-être être un peu moins connecté au virtuel. Voilà. Alors justement, on est désolé d'être en virtuel, hein, justement ce soir, mais voilà, la situation sanitaire ne nous permettait pas de faire du présentiel, mais on espère bien que peut-être à l'issue de cette soirée, ça nous donnera tous envie de nous retrouver pour continuer à échanger ensemble. Alors justement, le contact humain au niveau de Alain Poujade et tout ce qui est le social, c'est quelque chose que l'on va voir par la suite. Mais avant, Louisa, on proposait aux personnes de réagir à ce que disait justement Michael Lepage et peut-être de lui poser des questions à nouveau sur les propos qu'il a tenus. Donc, Julie, est-ce que tu veux représenter la suite? Oui, donc je vous propose de repartir sur le Jamboard, donc le même lien. Et par contre, là, on va changer de page. Donc, je ne vous ai pas montré ça forcément, j'ai oublié. Mais quand vous êtes sur le Jamboard, vous voyez tout en haut, bon, bah, il y a tous les petits animaux, chauve-souris, carcajou, chinchilla, mais il y a aussi plusieurs pages. Et si vous cliquez sur la petite flèche, donc cadre suivant, normalement, vous passez à la deuxième atelier post-it sur l'agriculture. Donc, je ne sais pas si vous le voyez. Moi, je peux vous renvoyer le lien, mais je ne suis pas sûre que ça marche très bien dans le chat. Je vous renvoie au cas où, mais à voir si vous avez toujours la main dessus. Et donc, voilà, le principe, c'est de réagir voilà, sur plutôt la thématique agriculture. Voilà, l'avenir de l'Europe en lien avec l'agriculture. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous avez des questions ou des propositions? Sachant que Michael Lepage sera là aussi pour répondre si vous avez des interpellations. Ce n'est pas réservé qu'aux participants, les intervenants aussi peuvent, enfin les témoins peuvent aussi y contribuer. Alors, c'est parti. Donc, on vous laisse encore un peu le temps pour écrire votre petit post-it. Donc, vous avez vu qu'en haut, vous aviez un petit onglet pour passer à la page 2. C'est ça. Donc, vous voyez, on était sur la page 1. Vous pouvez dès maintenant regarder un petit peu les autres pages. Nous, c'est vrai qu'on ne voit pas où vous êtes. Donc, vous pouvez aller jusqu'à la page 6 si vous voulez. Mais bon, il ne se passe pas grand-chose sur ces autres pages. Donc, je vois déjà un petit post-it qui est d'accord avec Michael, qui trouve que c'est une bonne intervention, donc plutôt positif. Et puis aussi une question par rapport aux accords commerciaux Mercosur et CETA. Donc, si vous voulez, Michael, répondre à chaud. Et puis aussi une question, comment concilier une agriculture respectueuse du vivant et des coûts supportables pour les consommateurs? Voilà ce qui ressort pour l'instant. Alors, très rapidement sur les accords commerciaux, je pense que l'expérience qu'on vit depuis 1 an, là, nous, on fait de la vente directe depuis une quinzaine d'années. On a une boutique, donc on vend nos produits et puis une quinzaine de produits de collègues qui sont tous en bio. On a bien vu un afflux de consommateurs qui se sont, de citoyens qui se sont rapprochés de notre boutique en local. Et on a senti une volonté et puis
c'était un peu, c'était malgré eux, en fait, il fallait se rapprocher aussi de circuits un peu plus cohérents. Au-delà de la qualité, il y a aussi la proximité. Mais je pense qu'il y avait une volonté aussi d'aller vers la qualité. Et on a vite vu que, très très vite après, ça a duré quelques temps, quelques semaines, quelques mois, et puis après, voilà, ça s'est essoufflé. Mais je pense que voilà, remplacer les accords du Mercosur et du CETA, etc., c'est peut-être aussi aux citoyens qui mangent tous les jours, 3 à 4 fois par jour. Alors, une petite parenthèse, ce n'est pas le cas de tout le monde sur la planète. On accueille, nous, des jeunes migrants, des mineurs migrants qui ont fui, notamment l'Afrique, pour diverses raisons, notamment alimentaires. Et on s'aperçoit qu'on a beaucoup de chance d'avoir ce qu'on a dans nos assiettes. Je referme la parenthèse. Mais voilà, ça aussi, chaque citoyen européen a la capacité, par son bulletin de vote aussi, tous les jours en mangeant, il peut aussi faire le choix de savoir qu'est-ce qu'il a dans son assiette et qu'est-ce qu'il met dans son verre d'eau. Et ça, c'est très important. C'est-à-dire que la manière dont je vais m'en nourrir va avoir une incidence directe sur la manière dont l'agriculture est faite auprès de chez moi et à l'autre bout de la planète. Donc ça, c'est évidemment, plus on va privilégier des circuits courts, donc une alimentation locale, évidemment de qualité, eh bien, on va favoriser déjà un tissu rural, des installations, des renouvellements. Et donc, c'est aussi de la vie dans les campagnes, dans les écoles, dans les services publics. Voilà, tout ça. Pour moi, je considère que l'agriculture, c'est un peu le socle de l'alimentation, le socle des sociétés. À partir du moment où vous enrayez cet équilibre-là et où vous avez des flux importants de denrées, alors c'est évidemment selon la situation géographique, d'où vous êtes en Europe, vous n'aurez pas les mêmes modes d'alimentation, mais plus vous allez privilégier une alimentation locale, et moins vous allez interagir sur des transports, sur donc des émissions, et donc du coup sur du climat potentiel qui se dégrade. Parce que les plus de degrés, j'en ai pas parlé, mais évidemment, pour nous, le climat, c'est évidemment très corrélé à notre mode de vie alimentaire, puisque l'agriculture en contribue pour au moins 25%, quand on compte la déforestation liée aux grandes cultures de soja, aux émissions de dioxyde de carbone. Donc évidemment, plus on va avoir une alimentation locale et végétale, et plus on va privilégier le bien-être globalement du vivant. D'accord. Et merci beaucoup. Je pense qu'il y a aussi justement sur cette piste-là quelques remarques et questions, Julie, non? Oui, justement, est-ce que vous voudriez peut-être, Michael, parler un petit peu de votre vision du futur de la PAC? Et puis après, si vous voyez d'autres questions qui vous paraissent pertinentes, elles sont toutes pertinentes, mais n'hésitez pas aussi à rebondir dessus. Alors, le micro, Michael. Ah oui. Pardon, je reprends. Je suis en même temps sur la page de questions. Concernant donc la révision, on est dans la énième révision de la politique agricole commune. Il faut savoir quand même que c'était un petit peu dans le sens, je ne sais pas si on y reviendra après, mais un peu dans mon déroulé que j'avais proposé, c'est-à-dire que la Commission européenne a proposé en mai, donc il y a un an, en mai 2020, le Farm to Fork, l'assiette de la ferme à l'assiette, donc dans le pacte vert, le Green Deal, donc avec plein de mesures. Je vous invite à le lire. Bon, il y a quelques pages, mais c'est très intéressant. Et donc, en fait, tout y est dit, c'est-à-dire qu'on privilégie les circuits courts, moins de pesticides, la qualité de l'eau, la qualité de l'air, la qualité des sols, l'érosion, l'agriculture biologique. Enfin, voilà, il y a beaucoup de choses dans lesquelles je me retrouve. Maintenant, évidemment qu'il faudrait, avec la PAC, avec la politique agricole commune, orienter par le jeu des aides, puisque évidemment je touche des aides comme l'ensemble des paysans en Europe qui font une déclaration PAC. Et il faut orienter ces aides-là vers des compensations écologiques. Plus on va avoir des aides qui sont décorrélées de la surface, mais plutôt corrélées sur le nombre d'actifs et sur le mode d'agriculture plutôt enclin à produire des haies, préserver les prairies, plutôt sur des conditions végétales que d'enfermement d'animaux dans des bâtiments. Et voilà, plus on va avoir des aides qui vont être vertueuses et qui vont aller dans le bon sens.
Et c'est très compliqué on voit bien toutes les lobbies qui existent autour de la politique agricole commune pour orienter la PAC vers des aides qui vont vers toujours plus une agriculture intensive, faire des circuits sur les Mercosur, le CETA, etc., faire des échanges mondiaux d'exportation. Donc voilà, il y a des stratégies politiques là, derrière tout ça, ce sont des choix, mais ça influence directement le climat, la biodiversité, la vie dans les campagnes, le renouvellement des générations. À titre d'information, l'agriculture biologique en Europe, on a la volonté par la Commission européenne dans le Farm to Fork d'accéder à 25% à horizon 2030. Aujourd'hui, en Europe, on est à 7-8%. Vous voyez les efforts qu'on doit mener pour aller vers ces pourcentages. Et donc, ça veut dire inciter par les aides, notamment pour les jeunes installés, pour ceux qui veulent se convertir à l'agriculture biologique, eh bien, on leur met un petit peu on leur dit, ben voilà, vous voulez vous installer en bio, vous voulez persévérer sur le mode de l'agriculture biologique, qui ne sont pas évidentes, hein, c'est des choix très techniques, il faut être quelque part, il faut quelque part aussi privilégier la connaissance du monde vivant, l'agronomie, Carole. etc. Et donc, il faut... Carole. Attention, il y a des micros, voilà. Il faut aussi inciter les politiques nationales et européennes incitent les agriculteurs en place à aller vers des choix plus cohérents, vers ce type d'agriculture biologique. Mais on voit aujourd'hui, là, je ne sais pas si vous avez suivi un peu l'actualité, mais le réseau agriculture biologique par la FNAB, il y a quelques semaines, là, voilà, on a eu des décisions de notre ministre de l'Agriculture qui vont nous faire qu'on va avoir moins d'aide, nous, en bio. Moi, je touche moins d'aide en privilégiant, on est sur une zone de captage d'eau, enfin voilà, on plante des arbres tous les ans, on fait de l'alimentation locale, de qualité, on a 5 cahiers des charges, et pourtant j'ai moins d'aide que quelqu'un qui continue à produire avec des engrais chimiques, donc très émissifs en carbone, qui continue à produire avec des pesticides, donc qui dégradent la qualité de l'eau, donc il faut dépolluer, dénitrifier, dépolluer la qualité de l'eau pour les citoyens. Et tout ça, ce sont des gens qui continuent encore à avoir des montants d'aide qui sont plus importants que les miens. Donc, où est la cohérence? Voilà, c'est un petit peu ce vers quoi je mets en alerte. C'est-à-dire qu'on a toujours des bonnes intentions, mais dans l'application des faits, parce qu'il y a des lobbies derrière qu'il ne faut pas se cacher, eh bien, en fait, voilà, on est sur un schéma depuis 1962 pour l'agriculture qui est toujours le même. C'est-à-dire, plus vous avez de surface, plus vous avez d'aide. On a même eu une période, c'était un peu mon job quand j'étais avant de m'installer, où plus vous aviez de surface irriguée et plus vous aviez d'aide. Donc voilà, c'était encore un non-sens total de ce côté-là. Bon, d'accord, merci pour ce témoignage. C'est très précieux d'avoir un témoignage de première main. Juste, je vois du bio plus accessible aux plus pauvres. Il faut savoir que quand vous rapprochez les circuits, hein, la vente en circuit local, le bio est aussi abordable qu'un produit. Il y a beaucoup de produits, pour prendre l'exemple, quand vous avez du consommateur, du producteur au consommateur, vous divisez des fois, vous avez des produits bio qui sont moins chers que des produits conventionnels en grande surface. Hein. J'ai de nombreux exemples. Justement, il y a une des remarques qui dit le bio peut être un mauvais choix s'il vient de loin. Donc, une personne qui va plutôt privilégier le local au bio. Et bon, c'est vrai que, comme vous le disiez, le local... alors, juste peut-être pour rebondir un petit peu sur les remarques, voilà, on voit... un souhait pour une agriculture plus bio, aussi voilà, un soutien, en tout cas une personne qui est plutôt positive par rapport à l'approche de la ferme à la fourchette, et puis aussi un message de reconnaissance aux agriculteurs, parce que c'est vrai que c'est eux qui nous nourrissent, et qu'en France on a de la chance de bien manger, donc cocorico à nouveau, et puis voilà, l'espoir d'élus plus verts, notamment au Parlement européen, une défense du bio aussi, donc pas mal de personnes aussi qui ont contribué en faveur de l'agriculture biologique. Et puis, une petite remarque sur le confort des animaux. Voilà, donc bon, c'est assez riche, merci à tous. C'est vrai que malheureusement, par rapport au timing, on n'est pas trop en retard, ce que je vois, mais je pense qu'on va peut-être passer à la prochaine thématique. Mais merci en tout cas, et puis vous avez l'air d'avoir bien pris en main l'outil, donc c'est super.
Alors, merci Julie. En effet, vous avez vu que les 4 thématiques qu'on vous propose ce soir peuvent paraître un grand écart, puisque nous allons passer de l'agriculture par le social, la jeunesse et la culture. Mais on a essayé de trouver un fil rouge à tout ça. Et justement, Mickaël Lepage a parlé de la chance que nous avions ici de pouvoir manger des produits de qualité, mais aussi de pouvoir avoir accès à la nourriture, même si, malgré tout, en France, il y a des populations qui sont plus en difficulté par rapport à l'accès aux aliments. Et je vais passer la parole à Alain Poujade qui va introduire justement cette thématique sociale maintenant avec les banques alimentaires et comment les citoyens qui, même en France, considéré comme un pays où normalement on n'a pas trop de difficultés pour avoir accès à l'alimentation, eh bien les banques alimentaires sont quand même à rendre de grands services aux plus démunis dans nos territoires. Donc Alain Poujade, je vous laisse la parole. Merci, désolé pour le micro tout à l'heure. Effectivement, le fait que certains aient de quoi manger tous les jours dans leur assiette, on s'aperçoit qu'en France, que ce soit pour la population française ou que ce soit pour la population qui est arrivée en Europe, hein, puisqu'elle est arrivée en France, mais elle peut arriver en Italie ou n'importe par des circuits migrants, on s'aperçoit qu'effectivement, tout le monde ne mange pas à sa faim, ou en tout cas, tout le monde n'a pas la même qualité et la même quantité de nourriture tous les jours à proposer à l'ensemble de sa famille. Sur les maisons de quartier de La Roche-sur-Yon, donc c'est 9 maisons de quartier sur lesquelles nous proposons une aide, une assistance alimentaire qu'on essaye d'être un petit peu éducative, c'est-à-dire c'est pas simplement de la distribution, mais c'est aussi de l'éducation à comment mieux manger, comment mieux cuisiner certains aliments. Nous avons 3 distributions alimentaires et 2 épiceries solidaires, ce qui représente en gros dans chaque lieu entre 130 et 180 familles, ce qui fait environ quand même 800 familles, hein, c'est pas rien sur une ville. Et une partie donc de ces familles-là importantes, effectivement, sont des gens de La Roche-sur-Yon ou en tout cas de racines françaises, mais on voit aussi des personnes qui viennent d'autres pays et notamment des pays européens. On peut parler des pays de l'Europe de l'Est. Et c'est vrai que l'Europe, nous, on la côtoie en gros au quotidien par ces distributions. Par chaque distribution alimentaire, ça représente quand même beaucoup de gens. Ça représente aussi une vingtaine de bénévoles dans chaque distribution. C'est une distribution tous les 15 jours et les bénéficiaires que nous accueillons à travers nos différents marchés ou nos épiceries sont recensés et redirigés vers nous par les services sociaux de la mairie. Comment ça se passe rapidement, et vous allez voir pourquoi on arrive à l'Europe. La banque alimentaire, alors nous ne sommes pas la banque alimentaire, mais la banque alimentaire s'occupe de collecter les denrées alimentaires et organise la redistribution sur plusieurs points du département en fonction du nombre de bénéficiaires par commune ou par lieu de distribution. Ces denrées, pour vous donner une idée, se composent en gros d'épiceries sèches, de pain et de viennoiseries, de fruits et légumes, de lait, de produits frais et des œufs, des surgelés, certains produits d'hygiène ainsi que des petits produits plaisir. Je pense après Pâques ou Noël, on a les chocolats, quelques petits cadeaux, quelques bouquets de fleurs après la fête des mères par exemple, ou des choses comme ça. La banque alimentaire, ça représente une grosse équipe de bénévoles pour collecter, trier, stocker, redistribuer, livrer vers les points de distribution. Nous, les maisons de quartier, on les aide dans la distribution, mais aussi dans certaines de leurs collectes, quand ils font des collectes de denrées ou de fonds organisées nationalement ou régionalement dans les grandes surfaces. Ça vous est arrivé souvent d'aller au supermarché et puis de voir des personnes avec un gilet banque alimentaire. Je suppose que dans vos départements ou dans vos villes respectives, vous avez connu ça. Les produits que reçoit la banque alimentaire et qu'elle redistribue viennent de différents fonds de solidarité. Tout d'abord, il y a une partie sur l'État et la région.
Ensuite, les grandes entreprises agroalimentaires et la grande et moyenne distribution. Alors attention, là, ce n'est pas des dons, hein, contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est quand même avant tout de la défiscalisation, il ne faut pas se leurrer, et que effectivement, c'est pas fait gratuitement. Enfin, c'est fait gratuitement parce qu'ils ne nous donnent pas, ils nous donnent à la banque alimentaire les denrées, mais eux par ailleurs défiscalisent par rapport à l'État. Des partenaires locaux. Alors tout à l'heure, Michael Lepage parlait de production locale. On a des petits producteurs qui travaillent, eux, en circuit court, par exemple, et lorsqu'ils ont des surplus, eh bien, en font profiter la banque alimentaire ou les distributions. Ça peut être des partenaires associatifs, des jardins collectifs ou partagés qui récupèrent un petit peu et donnent aussi. Et tout ça pour arriver qu'à l'aide de l'Europe, en ce qui nous concerne, eh ben, elle n'est pas très épaisse. On est à peu près à 10% des produits collectés. Alors, produits collectés, ça peut être de temps en temps le lait, qui là est un produit collecté, mais le plus souvent financé par l'Europe. Alors, en fait, l'Europe finance la production ou la transformation de certains produits fléchés pour la solidarité alimentaire. Alors, dans ces produits, je vais vous en citer quelques-uns parce qu'on ne s'attend pas forcément à avoir ça. Mais l'Europe finance la production et, par exemple, de haricots verts, de petits pois ou de riz en ce qui concerne la production. Et puis, elle permet, en finançant la transformation d'autres aliments comme le chocolat en poudre, le sucre en morceaux, les graines de couscous, des conserves de légumes, de ratatouille ou de salade de fruits. Et c'est vrai que d'autres aides sont attribuées sous forme de subventions ou peuvent être attribuées sous forme de subventions, soit aux banques alimentaires, soit dans d'autres associations qui font de la solidarité. Mais c'est sur dépôt de dossier. Et ça s'avère souvent assez compliqué. D'abord, les règles administratives européennes pour ce genre de projet sont déjà assez contraignantes et complexes. Mais en plus, une fois qu'elles sont accordées, eh bien là, ce n'est plus le problème de l'Europe, c'est très souvent l'administration française qui, par ses contrôles ou ses différents… voilà, en fait, des contrôles ou des fléchages qui pourraient être différents, sont encore plus tatillons que ce que ne l'est l'administration européenne. Alors, il est vrai qu'il est normal de subir des contrôles quand il y a l'utilisation de fonds publics, mais c'est vrai que les différentes lourdeurs administratives, ça arrive à dissuader certains de demander de nouvelles aides à ces fonds-là. C'est dommage parce qu'on sait qu'ils existent, mais on n'y a pas toujours accès parce que ça peut être décourageant d'aller jusqu'au bout de cela. Alors justement, Alain, le fonds dont tu parles, c'est le Fonds européen d'aide aux plus démunis. Est-ce que tu peux nous donner l'exemple concret dont tu nous avais parlé lorsqu'on a préparé ensemble un petit peu ? Oui, nous avons sur La Roche-sur-Yon une association qui s'appelle Grain d'Idées, qui fabrique des repas ou des choses comme ça. Et donc, effectivement, ils ont demandé à une occasion, ils ont demandé un fonds, enfin une subvention au fonds européen pour les plus démunis. Et bon, après avoir fait tout le dossier, ils avaient demandé, je ne sais pas, je ne voudrais pas dire, mais c'était aux alentours de 28 000 euros. Sur ces 28 000 euros, ils en ont eu 14. Et sur ces 14, les contrôleurs de l'État français sont venus. Je pense que leur déplacement a coûté plus cher à la limite que ce qu'a pu rapporter leur retour. Ils ont enlevé 2 000 euros. Alors c'est vrai que quand on est des bénévoles, parce que là on parle d'associations, hein, on ne parle pas de personnes qui sont payées pour faire ça. Donc le trésorier, la première fois, il avait déjà passé beaucoup de temps à faire le dossier. Ensuite, il était tout content d'avoir la moitié de ce qu'il avait demandé. Et puis sur ça, on lui en enlève 2 000 parce que, soi-disant, ce n'était pas fléché exactement sur les bons produits ou sur… Et c'est vrai que aujourd'hui, cette association-là, par exemple, a décidé de ne pas continuer dans ces demandes-là. Donc voilà, donc en fin de compte, ce n'est pas forcément la faute complètement à l'Europe, c'est aussi la faute à l'État français ou l'État national qui rajoute une couche qui peut faire penser que c'est l'Europe qui met des obstacles, mais en fin de compte, c'est à notre échelle nationale. Absolument.
Même s'il n'en reste pas moins que l'aide européenne n'est pas la plus importante, Oui, vous l'avez bien tout à fait. compris, mais, elle peut toujours augmenter, mais c'est vrai que ce n'est pas toujours ça. Alors, pendant que je vais poser la dernière question qui devait être la première à Alain, je vous propose d'aller sur le Jamboard à nouveau, à la page numéro 3, où justement on vous pose la question sur le social, où vous pouvez interagir et rebondir sur ce que Alain a abordé ou lui poser d'autres questions. Et si Alain, je te disais, et pour toi, ton Europe pour l'avenir, ce serait quoi? Alors pour moi, justement, dans la période de confinement, là, nous a amené à changer un petit peu nos habitudes, nos équipes de bénévoles, parce que, bon, cause âge ou cause état fragile sanitairement, on a été obligé de rajeunir nos équipes, et justement avec des jeunes, bien comme Lucie, puisque nous recevions des jeunes volontaires européens, et ça a permis d'amener un souffle nouveau. Alors là, c'était des gens qui étaient dans nos équipes d'animation et qui se sont retrouvés dans la solidarité. Et quand je vois un petit peu tout le bien qu'ont fait ces jeunes, alors c'est le cas des Européens, il y a eu aussi d'autres volontaires qui étaient de La Roche-sur-Yon eux-mêmes, mais ça a amené une mixité dans toutes ces équipes, ça a donné un élan nouveau. On parlait espagnol, on parlait anglais, on parlait italien, et on essayait de se comprendre. Ça permettait aussi notre contact. Souvent, vous savez, les bénévoles, quand ils ont des bénéficiaires qui viennent en face d'eux et qui ne parlent pas la langue, eh ben, ils se disent, bon, on est là pour les aider, ils ne parlent pas forcément notre langue. Et puis quand ils s'aperçoivent qu'à côté d'eux, il y a un bénévole aussi, ou un jeune qui est là pour aider les mêmes personnes qu'eux, qui ne parlent pas lui non plus le français, ils n'ont plus tout à fait la même image de qui est l'étranger et qui est l'étranger de qui, en fait. On est tous étrangers des autres. Et moi, personnellement, c'est cette jeunesse, cette envie de voyager. Alors, en plus, par mon expérience personnelle, j'ai beaucoup voyagé, et je me dis que c'est toujours une richesse d'aller vers l'autre et aussi de recevoir l'autre. Donc, mon Europe idéale serait qu'effectivement, les frontières soient encore plus légères, non pas par la forme administrative, mais simplement dans la tête, qu'on n'ait pas peur d'aller vers l'inconnu, qui des fois n'est pas si inconnu que ça. Merci. Merci beaucoup. C'est ça. Donc, ça fait le lien idéal avec notre troisième intervenante, Lucie, qui va parler plus tard. Mais d'abord, on va jeter un œil sur le Jamboard parce que vous avez été invité de réagir aux propos. Et je vois, il y a des remarques, Julie, c'est ça? Oui, alors là, on n'a pas beaucoup de questions, donc désolé, Monsieur Poujade, mais des remarques assez variées. Donc déjà, voilà, une montée en niveau par rapport à la législation européenne du travail, plus de social, c'est ce qui ressort. Aussi, voilà, par rapport au fonds européen, le lien entre agriculture et social, donc je pense que peut-être pour certains, ça a été la découverte aussi de ce fonds européen. Et puis, voilà, la lutte contre les fraudes aux aides européennes. Donc ça, c'est un enjeu aussi pour peut-être certains des participants. Alors, certains qui disent aussi que le social, c'est une thématique trop large, que la vision française est très spécifique. Et puis, après, donc, une plus-value d'une Europe qui doit rester attentive au retour de mobilité dans le cadre du marché intérieur, une Europe sociale, donc pour les citoyens européens, harmonisation des systèmes de santé, retraite, du droit du travail, des salaires. Donc, globalement, l'Europe peut mieux faire. Et puis, donc une proposition
avec l'aide européenne aux plus démunis, pourquoi ne pas organiser des chantiers d'insertion de culture maraîchère. Alors, quand je donne à la banque alimentaire, ça me rend toujours triste de donner des conserves. Donc, oui, c'est vrai que le lien à agriculture et puis aide aux plus démunis, il y a sans doute des choses à faire. Alors, sachant qu'il y a un fonds qui s'appelle le Fonds social européen, maintenant FSE+, qui justement permet des chantiers d'insertion, notamment dans le domaine de l'agriculture, pour justement favoriser cette thématique qui vient d'être abordée par le panel. C'est vrai qu'il y a aussi un recentrage par rapport au social et à l'Europe d'un des participants qui dit les questions sociales, elles doivent tout d'abord être suivies au niveau local et national. Donc, voilà, on se retrouve toujours, en parlant de l'Europe en général, c'est aussi un problème, entre guillemets, ou un défi, parce qu'effectivement, on se retrouve toujours entre les deux niveaux. Hein. On a toujours les compétences qui font partie des États membres nationaux, mais aussi des compétences européennes. Et donc, parfois, les deux se réunissent ou peut-être pas. C'est vrai qu'on a un participant qui recadre un petit peu. La France doit balayer devant sa porte par rapport aux contrôles nationaux qui sont redondants avec les contrôles européens. Et ça, je pense que c'est un peu transversal par rapport à toutes les thématiques. Hein. Et puis, une question quand même. Pensez-vous que l'Europe aura à l'avenir suffisamment de prérogatives pour assurer les missions que l'on évoque ? Donc, je vous laisse répondre. Je n'ai pas forcément la compétence pour répondre à cette question-là parce que c'est un souhait en tout cas. Après, je peux faire souhait personnel, volonté européenne, ça serait quand même très prétentieux de ma part, mais effectivement, moi j'aspire à ça. Juste pour dire, effectivement, tout à l'heure, vous avez dit que le social, c'était une thématique très large, évidemment trop large. D'ailleurs, la partie dont je vous ai parlé, c'est pas vraiment du social, c'est du social d'urgence. On est dans quelque chose, et particulièrement depuis 15 mois, avec la difficulté de personnes qui, les jeunes étudiants, les personnes qui ont perdu leur emploi, les personnes qui se sont retrouvées du jour au lendemain en situation d'isolement. Tout ça a fait que, effectivement, on n'est plus dans le social au sens large, on est dans le social assez urgent. Hein, je voulais juste ramener ça. Et puis, pour redire tout simplement ce qu'a dit Hélène tout à l'heure, c'est effectivement, il faut… souvent, on a tendance à dire quand ça marche, c'est nous, quand ça ne marche pas, c'est l'Europe. Là, sur le cas que je vous ai donné, sur l'Europe, ça marche à peu près. Et c'est chez nous, des fois, qu'on met des freins pas forcément très utiles, même si, je le répète, il est nécessaire d'avoir des contrôles. On en est conscient, mais double emploi, des fois, ça fait aussi double perte de temps et d'énergie. Donc, vous avez fait le lien parfait avec Lucie, parce qu'on parle beaucoup de jeunes et aussi des jeunes parfois en difficulté, notamment aussi avec la crise. On a parlé beaucoup aussi des étudiants qui souffrent. Donc, alors, Lucie, comment avez-vous vécu la crise? Est-ce que la jeunesse s'en sort? Alors, je ne dirais pas que je suis très représentative parce que pour moi, le confinement, ça s'est très bien passé. À part la fermeture des frontières, c'est tout ce qui m'a… Ça m'a beaucoup blessée de voir pour la première fois l'impossibilité de franchir une frontière. Parce que j'avais l'habitude, même avant mon Erasmus, de venir en Allemagne. Parce que Paris-Stuttgart, c'était pas si loin que ça. Et là, du jour au lendemain, pendant 4 mois presque, 4 mois, ne pas pouvoir venir en Allemagne, pour moi, c'était terrible. Mais du coup, ce soir, j'avais envie de parler d'un programme européen qui fonctionne parce qu'en général, on ne le dit pas assez souvent, mais les programmes pour la jeunesse fonctionnent et changent la vie des jeunes quand ils y participent. Donc, c'est la raison pour laquelle j'avais envie de vous parler du Corps européen de solidarité, le programme auquel j'ai participé il y a 2 ans, et en ce moment, le programme Erasmus+. Alors, déjà, pourquoi ces programmes ils fonctionnent? D'abord parce que la Commission et le Parlement mettent le paquet au niveau du budget. Le Corps européen de solidarité, c'est plus d'1 milliard d'euros.
et pour Erasmus+, donc les échanges universitaires, et même maintenant, ça a été élargi aux apprentissages et à d'autres formes de formation, même pour les professeurs. Le budget a été multiplié par 80% et on dépasse les 23 milliards d'euros. Et en fait, ces programmes-là nous prouvent que quand l'Europe ose mettre l'argent, ça fonctionne. Et ensuite, beaucoup de jeunes peuvent y participer. Donc, dans mon cas, il y a 2 ans, à la sortie du bac, je suis partie, j'ai tout laissé derrière moi et je suis partie 8 mois en Lettonie dans le cadre donc, du Corps européen de solidarité. C'était un volontariat. Donc, je suis arrivée en Lettonie, je parlais à peine anglais. Puis là-bas, ils ne parlent pas spécialement anglais non plus. Je suis arrivée dans une structure, pour travailler dans une structure en tant que volontaire. Et dans cette structure, j'animais des ateliers de conversation en français et aussi en anglais. J'animais des ateliers culturels, des ateliers créatifs pour les petits lettons de la ville. Et puis, j'avais aussi des adolescents et même des seniors pour les cours de français. Et à la fin de mon volontariat, j'ai pu organiser mon propre événement franco-italien avec une amie italienne que j'avais rencontrée sur place. Et donc, en fait, ça montre bien tout ce cheminement. Ben, on arrive, on ne connaît pas grand-chose, mais ces programmes permettent en fait de nous faire découvrir de nouveaux pays. Parce que maintenant, par exemple, j'adore les pays baltes. Et cette opportunité, ce volontariat m'a permis non pas de rencontrer des Européens, mais des jeunes au-delà des frontières de l'Europe, puisque l'avantage des programmes européens, c'est qu'ils ne s'arrêtent pas aux frontières de l'Europe. Il y avait des personnes qui venaient des pays Balkans, il y avait des personnes même de Turquie. Et ça, c'était très enrichissant. Ce volontariat, il m'a permis déjà d'avoir plus confiance en moi, d'oser partir à l'international. Et en fait, ça a marché pour moi, mais avec tous les autres jeunes, ils vont vous dire la même chose. Ça permet d'être plus confiant, plus autonome, plus indépendant, parce qu'on part tout seul, loin de sa famille, loin de la France, loin de son petit confort. Ça nous permet d'apprendre des compétences très précieuses qui ensuite nous servent pour trouver un job étudiant ou même pour participer à des conférences européennes ou même ensuite pour intégrer des réseaux européens. C'est des expériences internationales et surtout européennes quand on se destine à travailler dans ce milieu-là. C'est toujours un plus pour son CV. Et en fait, j'ai l'impression que mon volontariat, il a beaucoup plus de valeur qu'un simple diplôme. Ça m'a permis de trouver ma voie dans mes études, de pouvoir parler une deuxième langue. Quand je suis arrivée, je ne parlais que français. Et quand je suis partie, j'étais absolument bilingue, français-anglais. Et ensuite, on se rend compte que les opportunités s'ouvrent puisqu'on peut aller étudier à l'étranger. On peut même aller étudier dans un cursus en France en anglais. Et c'est ce que j'ai fait. Et ça aussi, ça permet d'avoir des souvenirs inoubliables dans un pays pas très connu dans l'ouest de l'Europe. Mais l'avantage de ce pays, l'avantage de ce programme, c'est qu'il est absolument gratuit. Et c'est ça, en fait, qui est dommage, c'est que l'Union européenne met en place des programmes très efficaces. J'ai eu la chance ce semestre de pouvoir analyser le processus de mise en place du Corps européen de solidarité. Et en fait, quand on se rend compte ce qu'ils ont imaginé sur le papier, dans les documents officiels et ce qui se passe dans la réalité, on se rend compte qu'ils ont pensé à tout et surtout qu'ils ont pensé à mettre le budget pour permettre à tous les jeunes de milieux défavorisés ou moins défavorisés de partir et de se retrouver en fait avec des compétences très utiles. Mais le problème, c'est qu'à mon retour, je n'ai pas eu la possibilité, comme j'aurais aimé, de vouloir témoigner sur le programme du Corps européen de solidarité et sur la mobilité européenne en général. Donc, c'est la raison pour laquelle j'ai créé ma chaîne YouTube Ose la mobilité internationale. Et sur cette chaîne, j'informe et je témoigne sur le programme du Corps européen de solidarité. Parce que maintenant, ce que je reproche, alors j'ai eu de la chance, je suis partie avec la Maison de l'Europe du Mans qui m'a beaucoup aidée dans toutes les démarches. Et ce que je reproche, c'est que mon lycée ne m'a pas... en fait, je me suis retrouvée toute seule. Mes professeurs étaient très contents que j'avais ce projet de partir à l'étranger, mais ils ne savaient pas comment m'aider. Et en fait, j'ai trouvé ça vraiment dommage que les professeurs ne soient pas formés en fait, à inciter leurs élèves, les bons et les moins bons, à partir à l'étranger pour, se décaler pendant 1 an ou pendant plusieurs mois du système éducatif comme on a l'impression, comme on a l'habitude de connaître, et aussi parce qu'à l'étranger, on va apprendre pas tellement plus de choses. On va apprendre différemment. À l'école, c'est l'éducation formelle. On écoute le professeur, on fait ses devoirs, on fait les examens.
dans l'éducation informelle, comme le proposent les volontariats, y a pas, ça n'existe pas, il n'y a pas de contrôle, tout est dans l'apprentissage quotidien. Par exemple, quand j'étais en Lettonie, j'apprenais tous les jours, et pas seulement grâce à mon tuteur ou à mes collègues, mais surtout grâce à mes amis. On a pu voyager, on a pu discuter, et ça, c'était très enrichissant. Et en fait, je suis revenue en France déjà en me disant « Oh, bah, j'ai la chance de vivre en France » quand je compare avec le niveau de vie en Lettonie. Et ça permet, j'ai un ami qui le dit beaucoup mieux que moi, ça permet de se décaler et de ne plus voir la vie de la même manière, en fait, de ne plus voir la vie. Donc oui, ça change vraiment alors la manière... La manière d'apercevoir aussi son propre pays. Hein. Exactement. Exactement. Ouais. Et là, Alain Poujade hoche aussi la tête parce que vous connaissez aussi l'autre côté. Vous avez à accueillir des volontaires au sein de votre structure. Donc, si on a le temps tout à l'heure, on peut en parler aussi. Mais maintenant, après ce témoignage, je vous invite encore de nouveau à revenir sur le Jamboard. Même chose que tout à l'heure, vos remarques et vos questions à Lucie. Et Lucie, en même temps que les personnes font cet exercice, entre guillemets, peut-être vous pouvez nous dire c'est quoi votre Europe à vous? Oui, alors pour moi, mon Europe, ma future Europe, c'est beaucoup plus de participation des jeunes, notamment lors des élections européennes, mais pas seulement. C'est aussi des jeunes plus présents dans les institutions européennes, aux places clés de l'Union européenne. Et c'est surtout que la mobilité internationale devienne, le volontariat ou les séjours d'études deviennent des normes et non plus des exceptions, que l'on ne soit plus que quelques-uns qui participent, mais que tous les jeunes soient encouragés à participer à des programmes de mobilité, d'abord pour apprendre autrement et pour se découvrir et peut-être pour choisir le cursus qu'ils souhaitent. Et moi, ce que j'aimerais, c'est que la mobilité internationale, par exemple, après le bac, soit proposée comme une option d'orientation et qu'il n'y ait pas seulement les cursus académiques qui soient proposés comme des options. C'est une proposition très concrète. Merci beaucoup. Merci, Lucie. Alors, Julie, est-ce qu'on a déjà quelque chose? Oui, alors il y a surtout des remarques, mais il y a aussi là une petite question qui vient d'arriver. Donc, je laisse peut-être Lucie le temps de regarder, mais la question, c'est comment mobiliser la jeunesse à l'implication dans la vie politique, en majuscule. Et puis, juste pour rebondir sur les remarques, donc plus-value d'une mobilité internationale et européenne pour tous, et puis valorisation bienvenue du corps européen de solidarité. Donc les problèmes. Alors, il y a aussi une remarque par rapport au Brexit. Qui va bien sûr compliquer tout ce qui est mobilité avec le Royaume-Uni. Mais bon, comme on peut s'y attendre, hein, un regard plutôt très positif sur la mobilité. Et par contre, une proposition, lever les freins de la législation française à la mobilité des apprentis dans le cadre d'Erasmus+. Donc c'est vrai que ça, c'est un petit peu un point de compliqué. Et je compléterai juste sur le post-it sur plus-value d'une mobilité européenne et internationale pas limitée aux étudiants. Le budget dont parlait Lucie, qui est passé de 14 milliards d'euros à 28 milliards d'euros pour le programme Erasmus+, concerne les étudiants, les apprentis, la formation tout au long de la vie et également le domaine du sport avec les entraîneurs, les sportifs et tout ce qui gravite au niveau des professionnels de la jeunesse et même des jeunes créateurs d'entreprises, puisqu'il y a le Erasmus pour jeunes entrepreneurs qui est accessible à tout créateur d'entreprise de moins de 3 ans. Donc, c'est vraiment un budget qui est vraiment ouvert bien au-delà de ce qu'était à son origine le programme qui s'appelait seulement Erasmus, qui était simplement dédié aux étudiants il y a plus de 30 ans. Puis peut-être juste avant de relaisser la parole à Lucie, une personne qui indique qu'on pourrait faire comme en Allemagne, où on incite les jeunes à partir après le bac et avant les études supérieures. Et c'est vrai que le prix a un petit peu plus pris maintenant en France avec l'année de césure qui est un peu plus officielle, mais c'est vrai que parfois l'année sabbatique peut être prise un petit peu comme une année
vacances et pas forcément comme une opportunité de mobilité. Super. Donc, je te laisse, Lucie, si tu veux rebondir sur la question, comment mobiliser la jeunesse. Très rapidement pour qu'on puisse aller sur l'autre et la dernière thématique. Oui. Et ben déjà, j'ai remarqué que lorsque les jeunes participent à des mobilités européennes, tout de suite, on a ce sentiment européen. Déjà d'avoir eu la chance, on est très reconnaissant d'avoir eu la chance de participer aussi longtemps à un programme de mobilité. Et en fait, ça nous incite à vouloir encourager d'autres jeunes à le faire. Et aussi, ça nous incite à aller, par exemple, voter pour par exemple, des candidats qui vont, par exemple, nous donner la possibilité ou qui vont mettre la mobilité des jeunes en avant. C'est par exemple un des critères, on va aller voter ce week-end, c'est un des critères que moi, je fais très attention. Quel candidat met en avant la mobilité des jeunes ou l'ouverture à l'international ou qui met l'Europe dans ses programmes? Et ça, en fait, on s'y sensibilise. On ne peut pas y être sensibilisé juste au cours d'histoire sur l'Union européenne. On a besoin de vivre l'Europe, de voir comment ça se passe ailleurs, donc du coup autrement, pour ensuite être encouragé à vouloir l'améliorer. Et si je peux juste conclure, l'agence Erasmus+ a mis en place un réseau de jeunes qui s'appelle Europeers France. Je vous mettrai le lien dans le chat. Et en fait, on est un groupe, pour l'instant, on est une dizaine de jeunes, mais on va grandir. Et en fait, notre but, on est ambassadeur français des programmes de mobilité européens. Et notre but sera d'intervenir dans des écoles ou de créer des événements pour mettre en avant la mobilité européenne et pour encourager les jeunes et surtout les informer pour dire qu'il ne faut pas avoir peur, il faut juste oser, il faut juste y aller. Et j'espère qu'on va pouvoir, j'espère que les Maisons de l'Europe d'abord vont pouvoir nous donner de la visibilité pour pouvoir travailler avec vous et encourager un maximum de jeunes à participer à ces programmes très enrichissants. Merci beaucoup, Lucie. Et justement, ce qui peut donner envie d'aller voir ce qui se passe ailleurs, c'est aussi la culture et notamment le cinéma, parce que le cinéma, c'est un écran qui est ouvert sur le monde et qui nous permet de sentir cette diversité culturelle. Donc, Pilar Martinez-Vasseur, en tant que responsable d'un cinéma espagnol, mais bien au-delà que simplement la production de l'Espagne, vous donnez aussi cette possibilité aux jeunes et aux moins jeunes de pouvoir avoir envie d'aller voir concrètement ce qui se passe ailleurs. Donc, bonjour tout le monde. J'avais préparé quelque chose en fonction de ce qui m'avait été dit par les organisateurs. Mais comme d'habitude, quand on participe à un séminaire, à un colloque, à un échange, même si c'est virtuel, finalement, on se rend compte qu'en fonction de ce que je viens d'entendre de la part des autres personnes qui sont intervenues, mon intervention va être un petit peu décalée parce que je pense qu'il y a dans ce que j'ai entendu des choses qui me semblent importantes pour mieux centrer quel est le rôle de la culture et du cinéma. Donc tout d'abord, ce que je viens d'entendre depuis le premier intervenant, sont des réflexions, des actions notamment, autour je dirais, de biens essentiels, c'est-à-dire l'accès à la nourriture, à l'alimentation, des questions également d'égalité, de la vie associative, etc., et puis les questions de mobilité. Et donc, arrivé à ça, et vous écoutant, je me suis posé la question qu'on s'est posé tous, ceux qui sommes dans l'événementiel, entre guillemets, culturel. Je n'aime pas le mot événementiel parce que ça fait quelque chose d'un peu superflu ou à paillettes. Alors, ceux qui travaillons dans le domaine de la culture, pendant toute cette période de confinement qui a duré presque 1 an, on s'est posé la question, qu'est-ce que c'est que la culture? Je vous ai entendu tous parler des biens essentiels. Or, la culture en France n'a pas été considérée comme un bien essentiel. Donc, voilà ma surprise en tant qu'Espagnole française dans ces cas-là. Donc, voilà. Tous les lieux culturels en France, qui est le pays de la culture, de l'expression culturelle, ont été fermés à partir de la fin octobre et jusqu'à la mi-mai, dans l'incompréhension la plus totale de nos voisins espagnols, pour lesquels les lieux culturels étaient tous ouverts avec toutes les précautions d'usage. Il n'y avait jamais eu un foyer de contamination dans ce lieu culturel. Donc, en vous écoutant, je me suis posé la question, en réalité, je vais parler des cultures et de cinéma dans un pays qui, pendant tous ces mois, n'a pas considéré que la culture et le cinéma étaient un bien aussi important que ceux dont vous avez parlé.
on s'est rendu compte dans toutes les enquêtes qui ont été menées que le cinéma, la culture, le théâtre, la musique, etc., étaient des biens essentiels et que ce lien que la culture établit dans des lieux de culture dans lesquels on voit ensemble des films, on participe à des spectacles, à du théâtre, de l'opéra, à de la danse, etc., cela faisait partie de notre bien-être, peut-être au même titre, peut-être que c'est prétentieux, au même titre que d'autres biens dont vous savez parler. Donc voilà un peu pour commencer, je change le curseur de ce que j'avais préparé. Alors, c'est un peu futile dans ce contexte de dire que pendant 30 ans, on a consacré une partie de nos activités à mettre en lien une activité universitaire qui était l'enseignement de l'histoire de l'Espagne contemporaine dans ce milieu donc d'enseignement, de recherche, et de le mettre en lien avec le cinéma, parce qu'on a pensé il y a 30 ans, et on le pense toujours, que le cinéma, comme le disait Hélène tout à l'heure, est peut-être un des arts ou une des formes artistiques qui permet le plus rapidement possible, le plus facilement possible, de rentrer dans la connaissance de la vie d'un pays, par le biais des langues, mais pas uniquement. Alors, en travaillant sur le cinéma espagnol, je pense que pour vous, le cinéma espagnol, c'est un cinéma parmi d'autres cinémas que vous voyez ou que vous connaissez, mais le cinéma espagnol a une particularité par rapport à d'autres cinématographies européennes et d'autres pays, c'est que c'est un cinéma qui est surtout pas identitaire. C'est un cinéma qui regarde toujours ailleurs. C'est un cinéma qui regarde toujours dans les marges. C'est un cinéma qui est mal à l'aise dans son quant à soi. C'est ce cinéma qui va vers l'altérité, qui dit souvent dans la bouche des réalisateurs que nous avons reçus pendant ces années, qui dit que un réalisateur, quand on lui pose la question à Cannes, par exemple, est-ce que vous pouvez nous parler du cinéma espagnol ou est-ce que le film que vous proposez est un film espagnol? Alors ils disent souvent, pour moi, mon identité, mon appartenance première, c'est le cinéma. Je suis citoyen du cinéma. Donc ça me paraît important dans la rencontre de cet après-midi, parce que je crois que si on parle de culture européenne, et je crois que ça c'est une réflexion que nous menons tous qui travaillons sur les différentes formes de culture, cette culture européenne, au niveau du cinéma que je connais mieux, ne peut être qu'une addition de toutes les autres cultures. Donc voilà, je pense, et on l'a essayé à plusieurs reprises, on nous l'a demandé, les élus, les institutions, à Nantes et ailleurs, en Espagne aussi, d'organiser un festival de cinéma européen. Donc, et ça, c'est dans les tuyaux depuis très, très longtemps. Et on aurait eu des subventions très importantes parce que je pense que c'est quand même un projet qui peut être attrayant. Et on a bien réfléchi et on s'est rendu compte que faire un festival de cinéma européen, et il y en a certains qui sont très intéressants, par exemple à Séville, par exemple le Premier Plan à Angers et d'autres. En faisant cela pour nous, le Festival de cinéma espagnol, finalement, on renonçait à connaître ce qu'il y a de plus intéressant, de plus novateur dans les cinématographies de chacun des pays qui composent l'Union européenne. On aurait eu, évidemment, que les Almodovar, on va dire rapidement, de chacune des cinématographies qui auraient composé tous les ans un festival de cinéma européen. Donc, ce que nous, on propose plutôt, c'est de creuser dans chacune de ces cinématographies et de voir qu'est-ce que ces cinématographies pourraient avoir en commun et se réunir par rapport à des thématiques. Il y a un exemple qui me paraît intéressant, c'est que on a découvert qu'il y a un prix pour les meilleurs films du cinéma européen. Mais ça, on l'a découvert relativement tardivement. Et on a été particulièrement heureux lorsque, en 2009, ce prix au meilleur film européen de l'année est allé au film Welcome de Lioré, qui est un film qui parle de la question migratoire. Et on s'est aperçu également qu'à différentes reprises, ce prix du cinéma européen est allé à des questions qu'on a vues dans les différents post-it, qui sont des questions qui tiennent compte, je veux dire, des valeurs que l'Union européenne devrait diffuser. Et le cinéma, pour ça, c'est un outil irremplaçable, parce que le cinéma travaille avec
les enseignants des collèges de cinéma à l'université. Et c'est ce lieu-là, donc c'est la France finalement, et le gouvernement de François Mitterrand, maintenant qu'on est en train de fêter son arrivée au pouvoir, c'est Jacques Lang qui a créé quelque chose qui était très important. L'Espagne l'a copié d'autres pays, qui est le cinéma doit rentrer dans les classes. Et c'est cela qui est important, parce qu'à ces moments-là, il y a la connaissance de l'autre. On est soi-même, mais on est aussi l'autre par le fait que ces films sont travaillés dans des différentes classes par rapport et avec des professeurs de différentes disciplines. Donc voilà, c'est ce que je fais ici, c'est quelque part une défense d'une culture européenne, mais plus que estampiller culture européenne, ça n'a aucune valeur. Ça n'a aucune valeur. C'est surtout que l'art, la culture puisse les diffuser ces valeurs qui sont propres à l'Europe, d'égalité, de liberté. Aussi ces regards que nous devons avoir actuellement sur la question migratoire. Lorsque la question migratoire est arrivée à nous déjà depuis plusieurs années et que les migrants arrivent sur les côtes de nos différents pays, et en Espagne la question s'est posée récemment dans la frontière avec le Maroc, à Melilla, il y a énormément de cinéastes espagnols, mais d'autres pays, par les billets de fiction, des documentaires, qui nous parlent de ces questions. On a organisé des débats qui dépassent le cadre national. Est-ce que ce n'est pas ça le moyen de nous mettre devant un questionnement à nous citoyens? Je parle d'un film que je voudrais vous faire voir, et je passerai le lien, qui s'appelle « De ce côté-ci du monde », dans lequel un réalisateur connu en Espagne, il est toujours connu en Espagne parce que la connaissance de chaque cinéma est toujours à refaire, c'est David Trueba, qui évidemment travaille sur cette question en disant, voilà, il y a un Européen qui se retrouve à Melilla et que comme nous, se trouve devant l'arrivée des migrants et tout simplement se pose la question, quoi faire? Donc impliqué dans le conflit comme nous tous, impliqué et se disant, ce ne sont pas les politiques, ce n'est pas la sécurité de tel ou tel pays qui doit résoudre cette question. Donc moi, je pense que si, en tant qu'historienne, je me suis appuyée comme une béquille importante sur le cinéma, c'est parce qu'en tant que citoyenne, je me suis trouvée très souvent démunie pour transmettre ces valeurs qui étaient celles que je considère que l'Europe devrait transmettre. Et en rapport avec de nombreux élus espagnols avec qui on travaille, on est tous un peu dans cette idée que les droits humains doivent passer aussi par la transmission de la culture ou des cultures et des différentes formes de culture, évidemment théâtre, cinéma, musique, etc. Donc voilà pour l'instant. Et puis, bon, j'attends vos questions, vos remarques, échanges. Merci beaucoup, Pilar. Alors, c'est vrai que c'était un exercice assez difficile hein, qu'on vous impose à tous les quatre de faire court. Merci beaucoup. Donc, on va, pendant que je vais vous poser la question, comme à tous nos trois autres témoins, et pour vous, votre Europe à vous, pour l'avenir, qu'est-ce que c'est? Je propose à chacun d'entre nous d'aller vers la page 5 du Jamboard pour répondre et interagir avec la présentation qui vient d'être faite sur la thématique de la culture. Donc, si vous avez des remarques, des suggestions, n'hésitez pas à aller vous exprimer sur le lien qu'a remis Julie dans le fil de discussion. Et donc, Pilar, si je vous dis de façon très courte en réponse, votre Europe à vous, pour le futur, c'est quoi? C'est la question que je me pose depuis que je suis en France. Et depuis que je suis en France, je pense que je ne suis pas tout à fait espagnole, pas complètement française non plus. Je pense qu'un peu dans ce qui est la définition de chaque jour, je pense que dans mon comportement, dans ma façon d'agir, dans mes engagements, je pense que l'Europe, c'est finalement, c'est bien que je suis en train de chercher depuis longtemps et que j'ai essayé de transmettre. Je pense qu'on peut y arriver, je suis très convaincue et je sais qu'au Parlement européen, il y a des représentants de ces valeurs que nous transmettons. Donc, mon Europe à moi, c'est celle des valeurs que nous avons décrites tous. Et pour ces valeurs, je milite hein, comme une fourmi, comme nous tous. Donc, et ça arrive vraiment surtout à être
adopté et reconnu par tous les citoyens. Merci beaucoup. Alors, Julie, est-ce qu'on a récolté quelques avis, remarques, questions? Oui, alors donc pour peut-être commencer sur les remarques des participants qui sont plutôt du même avis que Pilar, donc la culture est essentielle, qu'il y a besoin de culture pour qu'il y ait l'Europe, et aussi un compliment pour le Festival du film espagnol à Nantes. Mais aussi, voilà, une petite remarque sur le fait que la culture n'a pas été considérée comme un bien essentiel en France, mais que néanmoins, le gouvernement a aidé les intermittents du spectacle par rapport à leur droit au chômage. Et une question peut-être à voir si vous avez bien sûr les informations, mais si tous les pays européens ont dépensé autant. Je pense que non, mais je n'aurais pas les données précises. Et puis, félicitations pour le festival. Et cette magnifique récompense que vous avez obtenue pour le 30e anniversaire à titre personnel en tant que créatrice de l'événement et par le ministère de la Culture espagnol. Je rappelle pour ceux qui n'étaient pas arrivés la semaine dernière, puisque le ministre espagnol était présent à Nantes pour féliciter le festival de cinéma espagnol créé par Pilar Martínez Vasseur. Et le prix a été accordé non seulement à un festival à une personne, mais il a été accordé parce que ce festival, justement, a transmis les valeurs d'éducation, culture, recherche, et cela dans le lien qu'il a établi entre l'Espagne et la France. Donc voilà, je pense qu'en réalité, c'est que l'Espagne reconnaisse ça. Je crois que c'est une grande victoire pour un pays qui a toujours un rapport, de par son histoire, un peu compliqué avec la culture. Donc voilà, c'est toute l'équipe du festival, donc une vingtaine de personnes, le public aussi, et la ville de Nantes, la région et le département, puisque évidemment, sans public, une manifestation culturelle n'existe pas. Donc c'est aussi un remerciement collectif. Donc, Julie, est-ce qu'on a peut-être une dernière question à Pilar? Oui, c'est ça. Alors, une question, pourquoi pensez-vous que la culture a autant été mise de côté pendant cette crise? Et peut-être pour suivre cette question-là, est-ce que le monde de la culture doit réfléchir à de nouveaux formats pour continuer à alimenter l'Homo sapiens? Je pense que tous ceux qui travaillons dans le domaine de la culture, la pandémie nous a beaucoup appris. Beaucoup appris. Et si je parle du cinéma, pour nous, je l'ai dit tout à l'heure, le cinéma, c'est en salle et avec du public. Le fait de faire un festival en ligne, c'est un renoncement à ce qu'est pour nous la culture. Mais on a appris, et néanmoins, qu'on peut utiliser, en français on dit un mal pour un bien, je crois. En espagnol, c'est à peu près ça. Je crois que ça nous a appris autre chose, c'est-à-dire que en ayant un outil qui est une plateforme à travers laquelle on a diffusé des films récents en complicité avec la générosité des réalisateurs et producteurs, ce qui est très très important parce que d'autres festivals n'ont pas eu cette chance. On a découvert, par exemple, qu'on pouvait nous-mêmes, organisateurs de festivals, faire des interviews à distance avec des réalisateurs qui d'habitude venaient à Nantes, à Cosmopolis ou dans les salles, rencontrer les publics. Pour nous, c'était très compliqué puisqu'on était filmé, on était à distance. Mais je peux le dire en toute humilité, et vous verrez cela parce que c'est donc en ligne, que cette relation à travers Zoom, comme là, avec ce réalisateur, a permis quelque chose qui est pour nous inouï, une intimité dans cette relation, alors que quand on fait cette relation ou cet échange en public, nous, intervenants de ces rencontres, finalement, quelque part, on n'est que des passeurs, puisque finalement, c'est le public qui interagit avec eux. Donc, je pense que ces formats hybrides ou vraiment en ligne nous a enrichis. Peut-être on va penser à des formats de ce type-là pour arriver au plus grand nombre. Et aussi dans la relation avec les collèges et lycéens, on a établi des relations avec les collégiens et les lycéens en ligne et les réalisateurs se sont prêtés à intervenir dans les classes. Donc, il y a des enseignements aussi avec les professeurs des collèges et lycées. Donc,
il ne faut pas non plus dire que c'est la solution, parce que je crois que finalement, ce qui nous a beaucoup manqué, c'est d'être ensemble. Et ces dernières semaines, de nous voir en salle, bon, on ne pouvait pas s'embrasser, c'est que pour la culture des pays du Sud, c'est vraiment un manque extraordinaire de pouvoir simplement se regarder à distance. Mais je crois qu'on pourra vraiment accomplir tous ces gestes qui sont des gestes du lien social. Et l'Europe fait aussi plein de gestes de cultures différentes. Merci Pilar, parce que c'est vrai que là, on boucle la boucle un petit peu avec ce que disait Michael Lepage au départ, où il disait attention, il faut faire attention au vivant et il ne faut pas être dans le tout connecté. Mais malgré tout, on s'est rendu compte que cette nouvelle mode de communication et de faire qui nous a été imposée quelque part par cette pandémie a créé aussi d'autres liens qui n'ont pas tous été négatifs. Donc, c'est vrai que merci parce que ça fait vraiment le lien entre finalement le fil qui pouvait paraître un peu décousu au départ du grand écart, mais qui finalement, on voit, est assez lié malgré tout. Donc, Louisa, je te laisse la parole pour la suite. Voilà, donc maintenant, merci déjà pour tous ces témoignages. Je pense qu'on a voyagé pas mal ce soir dans d'autres pays, mais aussi dans les sujets qu'on connaît peut-être moins bien. Donc, merci pour cette découverte. Et là, on vous sollicite une dernière fois pour un Jamboard. Julie, c'est quoi? Oui, alors là, on va partir sur un Jamboard plus global. En fait, l'important aussi de cet événement, c'est de pouvoir mettre, comme on vous le disait au début, sur la plateforme de la conférence sur l'avenir de l'Europe. Et on voulait vous poser la question un peu de manière plus directe et aussi plus générale. Ce que vous voulez transmettre à la conférence sur l'avenir de l'Europe, donc plutôt dans le sens de proposition. Vous pouvez reprendre ce que vous avez dit plus tôt ou parler d'autres thématiques qu'on n'aurait peut-être pas du tout balayées. Donc là, je viens de mettre le lien dans le chat, donc n'hésitez pas à repartir sur les post-it. Et puis, c'est vrai qu'on a eu des retours aussi sur les inscriptions avec un focus sur le social et la jeunesse. Et puis aussi, ne pas oublier la recherche également dans les propositions qu'on avait lors des inscriptions. Donc voilà, on vous laisse libre. Alors, cette parole libre, justement, elle est vraiment sur... c'était un petit peu le but aussi de ces 4 interventions et de... Merci beaucoup vraiment parce qu'il y a beaucoup de matière que vous nous avez apporté sur ces pages blanches qu'on vous avait laissées libres. Et n'hésitez pas, parce que franchement, je pense qu'on est au-delà des espoirs que l'on avait misés sur cette synergie qu'on pouvait créer, même si on ne vous a pas donné la parole. Je pense que vous avez pu échanger malgré tout avec vos écrits et on espère vraiment que ça va vous donner encore plus d'aspiration à remplir cette dernière page blanche et à peut-être avoir envie de venir nous voir en vrai, en physique, pour peut-être faire avec chacun de nos territoires une rencontre sur une thématique précise qui vous intéresserait. Donc, pour ceux qui sont intéressés, on pourra vous envoyer aussi les captures d'écran des Jamboards, de ces 6 feuilles maintenant que vous aurez remplies, qui pourront aussi continuer à alimenter et peut-être des activités que vous faites au sein de vos propres réseaux les uns les autres. Louisa ? Et ce lien aussi du Jamboard, il reste actif. Donc, ça veut dire, même si vous avez quelque chose en tête après ce soir, que vous souhaitez ajouter, c'est tout à fait possible. Donc, Julie, est-ce qu'il y a déjà une réponse peut-être que tu voudrais nous lire comme ça, on termine sur ça tranquillement parce que je pense que c'est aussi l'heure de manger pour quelques-uns. Oui, alors là, je pense qu'il y en a qui ont repris un petit peu ce qu'ils avaient pu exprimer sur certains Jamboards précédents, mais mettre fin à l'unanimité pour pouvoir faire avancer peut-être de manière un petit peu plus rapide l'Europe et puis donner aux députés européens le droit de présenter des propositions comme leurs collègues.
collègues, et puis continuer à développer une Europe solidaire. Alors, aussi un message, donc bravo à la conférence sur l'avenir de l'Europe, elle est essentielle pour l'avenir de l'Europe, et voilà, l'Europe doit se rapprocher des citoyens. Alors j'en profite juste, c'est vrai que ce compte-rendu de ces échanges, il sera mis sur la plateforme, et puis vous, de votre côté, vous pouvez tout à fait réagir sur notre compte-rendu d'événements, bien sûr, mais aussi plus globalement sur tout ce qu'il y a comme production, parce que la conférence sur l'avenir de l'Europe, c'est un peu un réseau social. Il y a un espace pour les commentaires. Donc voilà, vous êtes aussi libre de participer de manière un petit peu plus directe, mais il faut se faire un identifiant. Donc, vous pouvez être très fiers de vous puisque vous êtes à faire l'exercice en avant-première, puisque les députés européens, pour votre information, se plieront à ce même exercice samedi à partir de 9 h, et vous pourrez voir ce lancement avec les députés et la conférence de l'Europe sur la chaîne de Europarl. Donc, merci beaucoup. C'est bien entendu qu'on est resté parfois aussi un peu dans le flou. C'est aussi ça, la conférence. On ne peut pas donner, comme je dis au début, toutes les réponses à vos questions. Mais on est là aussi pour ça, en Pays de la Loire, les maisons de l'Europe et les centres Europe Direct. Donc, n'hésitez pas à nous contacter. Merci beaucoup. Merci aux participants, aux intervenants, et bonne soirée. Et on vous donne rendez-vous à la Maison de l'Europe de Nantes, la Maison de l'Europe en Mayenne à Laval, la Maison de l'Europe en Sarthe au Mans, la Maison de l'Europe à Angers en Maine-et-Loire, et au Centre d'information Europe Direct à la ville de La Roche-sur-Yon. Bonne soirée à tous. Bonne soirée. Bonne soirée, merci. Merci. Merci, bonne soirée. Bonne soirée, merci. Bonne soirée, merci.